Cher public, chers invités, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour l'édition 2018 du Grand Prix d'éloquence organisé par l'École des jeunes orateurs. Pour nous accompagner tout au long de cette soirée, que je vous promets exquise, je vous invite à accueillir chaleureusement les membres du jury. Comédienne au Théâtre National de Strasbourg, mais surtout figure incontournable des ateliers d'éloquence que nous vous avons proposés, ce soir elle sera là pour juger les prestations de nos candidats. Merci d'accueillir Madame Blanche Giraud-Beauregard. Son expérience d'avocat nous sera précieuse ce soir. Maître Christophe Darbois, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg, analysera finement vos prestations. Vous l'avez peut-être déjà entendu sur France Culture tous les matins à 8h16 pour son billet politique, et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire. Ce soir, M. Frédéric Seyss sera également présent parmi nous. La marraine d'honneur de l'École des jeunes orateurs nous fait le plaisir, une fois de plus, de faire partie du jury du Grand Prix ce soir. Je vous prie d'accueillir Madame la sénatrice du Bas-Rhin, Fabienne Keller. Sémiologue, comportementaliste, elle aura été d'une grande aide pour nous et pour nos jouteurs ce soir. Mais elle n'en sera pas moins exigeante au moment des délibérations. Madame Élodie Mielzarek fera également partie du jury. Son soutien indéfectible nous aura été d'une aide précieuse cette année encore. Mais ce soir, c'est en sa qualité de professeur et directeur reconnu de l'Institut d'études politiques de Strasbourg qu'il rejoint le jury du Grand Prix de l'éloquence. Merci d'accueillir comme il se doit M. Gabriel Eckert. Le président du jury de ce soir est un expert en matière d'éloquence. Il manie les mots pour leur donner un sens qu'on ne leur trouverait pas dans ses textes, dans ses slams. Vous avez notamment pu l'apercevoir dans le film À voix haute, nommé au César 2018, et qui a également largement contribué à faire connaître les techniques d'art oratoire. Il a été formateur pour le concours Eloquentia. Ce soir, M. Loubaki Loussala présidera le jury du Grand Prix d'éloquence. Merci à toutes et tous de nous faire l'honneur de votre présence ce soir. La pensée, les mots, les sons, les gestes, tout importe. Tout importe tout le temps. Votre regard vous trahit ou vous conforte, votre voix nous porte et nous accapare, vos gestes sont les miens et mes gestes sont pour vous. L'éloquence, l'art oratoire, c'est d'abord un discours, une pensée, une argumentation. Et ce discours, pour avoir une voix, doit porter l'habit de votre prestance, de votre présence. Les mots, hier, aujourd'hui, demain, ont un sens. Mais ils ont surtout le sens qu'on leur donne quand on les expose. Les ateliers d'éloquence vous ont notamment permis d'apprendre à confectionner cet habit, à le perfectionner. Les jeux oratoires vous ont poussé à les mettre à l'épreuve face à l'autre. Ce soir, le Grand Prix va permettre à 10 candidats, qui ont marqué cette année de brio, de vous proposer leur discours et de l'opposer à leur adversaire. Alors Morgane, Mathis, Garnick, Sandy, Samuel, Balthazar, Émile, Bastien, Johan et Laure, ce soir, je vous dis merci. Merci de ce que vous allez nous proposer, car ce soir, je le sais, vous allez briller. Cette année, l'École des jeunes orateurs a évolué, elle a pris un souffle nouveau. Notre participation au Forum mondial de la démocratie fait acte de notre volonté de mettre notre verbe au service de nos idées et de les proposer à toutes et tous. Mais cette année fut également l'occasion d'une rencontre. Une rencontre presque amoureuse, une rencontre entre le JO et Speaker, que je remercie infiniment d'être toujours présent à nos côtés pour enregistrer nos événements.
De cette rencontre, due au hasard, ou peut-être pas, sont nées des discussions, puis des ateliers d'éloquence, puis des joutes oratoires, et enfin notre événement Versus à l'espace Django Reinhardt, qui fut un véritable succès. Et je peux d'ores et déjà vous l'annoncer, ce projet sera reconduit l'année prochaine. Car oui, ce soir, c'est bien une page qui se tourne. La page de l'équipe 2017-2018 de l'École des jeunes orateurs. Et quelle équipe, croyez-moi. Je peux vous le dire, jamais je n'aurais pensé que diriger une telle équipe puisse être autant source de bonheur et d'épanouissement. Ce soir encore, comme depuis le 19 mai 2017 que notre équipe a été formée, ils ont été parfaits. Merci d'applaudir Nora, notre responsable de la communication à l'origine de tous les visuels de cette année. Flore, qui a notamment mené notre nouvelle newsletter. Axel, qui nous a permis de récolter de nombreux soutiens. Juliette et Esther, qui ont fait du prix européen de l'éloquence un énorme succès. Et enfin, Geoffrey Grandjean, vice-président de l'association. Et aussi notre responsable de l'initiative des éloquents. Mes amis, ce soir, je suis infiniment reconnaissant d'avoir fait de cette année ce qu'elle a été avec vous. Oui, c'est une page qui se tourne pour nous, mais tout un roman qui se poursuit pour l'École des jeunes orateurs. Et afin de déclarer enfin l'ouverture du Grand Prix de l'éloquence édition 2018, je passe maintenant la parole au président du jury, M. Loubaki Loussal. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un plaisir non dissimulé pour moi d'être parmi vous. Alors, comment commencer un discours autrement que par la sincérité? La sincérité qui est la mienne en ce moment, c'est celle de vous avouer que j'ai failli perdre ma voix avant d'arriver ici. Je vous épargne les détails, mais on va dire que les éléments, les particules qui flottent dans l'air, ils sont pour beaucoup. Voilà, oui, je suis un grand allergique, mais je vais rentrer dans une espèce de résistance qui fait que je vais dépasser tous ces éléments pour vous dire tout d'abord merci. Merci pour cette invitation. Merci aussi pour porter cette passion qui est celle du bon mot, du juste mot, de la gymnastique du verbe. En tant que poète, bien évidemment, je suis touché pour cet élan. Et puis je suis aussi convaincu d'une chose, que la poésie n'est pas l'affaire de spécialistes. La poésie, c'est l'affaire de l'humain. C'est l'affaire principale même de l'humain. La poésie, elle est à faire. Et la poésie, bien évidemment, c'est celle du quotidien. Il faut la faire exister, il faut la faire vivre. Alors je suis obligé de me faire en quelque sorte promoteur de cette magnifique discipline pour qu'elle irradie toutes nos journées, toutes nos vies, tous nos discours. Et en vérité, la poésie, vous savez, elle peut se vivre même à travers un simple bonjour. La poésie, elle peut se vivre dans un regard. La poésie, elle peut se vivre aussi dans un non-dit, dans un silence. Il y en a qui disent que le silence après la musique de Mozart, c'est encore du Mozart. Pour la poésie, c'est pareil. On a la même musicalité. Ce sont des émotions qu'on partage, ce sont des sentiments. Et puis nous allons donc entendre une dizaine de discours ce soir. Nous allons avoir ce plaisir. Nous allons vivre une semaine riche en émotions. La semaine n'est pas finie, sachez-le, nous sommes vendredi, c'est ça? Je ne me trompe pas. Voilà, je me perds un peu dans la logique du temps qui passe. Et soit, ça c'est le long combat de l'être humain qui souhaite sans cesse devenir éternel, intemporel ou que sais-je, parfois à l'heure aussi. Et donc nous allons entendre une dizaine de discours. Et je parlais de toutes ces émotions qu'on a vécues cette semaine. Hier soir encore, on en a eu un bel exemple à travers des émotions footballistiques qui ont porté l'Olympique de Marseille à la finale.
de la Ligue Europa. Oui. Voilà, je vous le dis parce que je sais que Strasbourg est une terre de football, est une terre de poésie aussi. Et ce n'est pas Jérémy Blaillac qui dira le contraire. Alors donc, nous allons continuer dans toutes ces émotions, dans toute cette richesse de l'être humain. Nous allons continuer avec la parole. Elle tiendra le bon rôle ce soir, car c'est elle qui doit briller. Vous allez le faire à travers vos discours. Bien évidemment, vous allez avoir en face de vous un espèce de monstre sacré aussi impitoyable que l'hydre de l'herbe, un monstre à plusieurs têtes, un jury pour juger. Mais il n'y aura pas de sentence, il n'y aura pas de condamnation, au contraire. Tout sera relax, croyez-moi. Et donc faites-vous plaisir à déclamer, et vous, public, faites-vous plaisir aussi à accueillir tous ces mots qui seront partagés. Alors, comme je n'ai pas de prompteur, je n'ai pas de compteur, je n'ai pas de chrono, j'ai laissé mon téléphone sur le côté, je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, je ne sais pas si j'en ai trop dit ou pas assez, mais je vais m'arrêter là et passer le témoin oral à la prochaine personne qui viendra vous partager de bons mots. C'est maintenant au tour de Madame la sénatrice Fabienne Keller de prononcer un mot pour nos candidats. C'est une mission redoutable que de parler après vous. Si vous êtes exprimé de manière si poétique. Alors moi, les Russes m'ont attaqué et m'ont anéanti. Donc pardon pour le timbre de ma voix. Je ne sais pas, Madame le professeur, s'il y a des cours pour dominer les virus. J'ai essayé le jus de citron, mais ça n'a pas suffi. Peut-être que certains ont testé, jus de citron et miel, certains des compétiteurs. En tout cas, je suis très heureuse une nouvelle fois d'être avec vous pour ce moment de réflexion, d'éloquence, et je suis toujours très émue quand je suis dans ce lieu, parce que c'est un hémicycle qui s'appelle Adrien Zeller, du nom du président de la région qui a construit ce bâtiment, et c'était un grand président de la région Alsace. Il aimait beaucoup la culture, il aimait beaucoup l'université, il aimait beaucoup Sciences Po, il aimait le développement durable. C'est pour ça que vous êtes dans un hémicycle et dans un bâtiment écolo, et il avait une vision pour l'Alsace. Donc voilà, moment de mémoire pour lui. Je voudrais aussi saluer la jeunesse cette fois, qui nous permet d'être rassemblés ici. Et donc je voudrais à mon tour citer Maxime, Geoffrey, Juliette, Axel, Flore et Nora qui forment l'équipe de l'école des jeunes orateurs. Applause. Voilà, je suis depuis quelques années, je sais que le JO participe au rayonnement de Strasbourg, et donc je voudrais vous remercier pour cela, remercier par avance l'équipe à laquelle vous allez transmettre le témoin. Je le disais encore tout à l'heure aux membres du jury, c'est assez remarquable comme cette démarche vit, alors que vous ne le faites qu'une fois, hein, et vous transmettez le relais, mais l'excellence, la qualité de l'organisation, c'est un élément très important. Et ça participe au rayonnement de ce prix, du prix européen, des joutes et ateliers d'éloquence que vous organisez tout au long de l'année. Je voudrais saluer l'équipe du Nehof qui a réalisé je ne sais pas comment dire, un miroir de ces joutes oratoires. Et c'est pour moi un grand bonheur, parce que je me suis beaucoup occupée de la rénovation urbaine du quartier du Nehof, mais rien ne remplace l'engagement humain de celles et ceux qui ont envie de faire connaître les talents du quartier. Donc merci à vous d'avoir répliqué, dupliqué cette action au cœur du Nehof. On peut vous applaudir. Enfin, mesdames et messieurs, vous participez tous à Sciences Po Strasbourg. Vous êtes dans une excellente structure de l'université. Moi je le sais parce que moi j'y recrute des stagiaires, des assistants, ça marche bien. Voilà. Mais c'est surtout pour nous, il y a beaucoup de jeunes qui viennent de régions hors d'Alsace, parce que vous avez fait le concours, voilà, c'est le mode de recrutement.
Donc pour nous, c'est aussi très important parce que vous êtes pour nous des ambassadeurs, vous qui avez vécu pendant plusieurs années dans notre ville, partager sa dimension européenne, partager des moments festifs et des moments plus transpirants d'examen très sérieux de Sciences Po. Donc je voudrais saluer votre directeur, Gabriel Eckert, qui depuis 3 ans s'engage beaucoup dans votre école et est en train de faire un truc qui avait l'air d'être l'Everest. Il est en train de terminer votre nouveau bâtiment dans l'enceinte des auditeurs. Voilà. Maintenant, il faut que je vous dise, ce soir, je tiens ma petite revanche. Moi, je suis ingénieur, j'ai fait Polytechnique. Et donc, nous, l'art oratoire, c'était pas dans les enseignements, c'était pas prévu. Et donc, je vais juger des jeunes qui vont pratiquer cet art. Pour moi, l'art oratoire, c'est avant tout transmettre le fond, en ayant la bonne forme, d'avoir plutôt des éléments percutants et mettre la forme au service du fond. Mais en tant qu'élu, je constate souvent qu'il y a une sorte de lutte entre la forme et le fond. C'est pas évident. Il y en a qui, par des bons mots, par des bonnes expressions, par des rapprochements parfois hâtifs et déplacés, arrivent à convaincre d'un fond qui ne me semble pas approprié. Donc, j'ai trouvé une citation de Victor Hugo qui dit que tout penseur qui voudrait devenir orateur, tout homme d'esprit et de cœur qui voudra se faire éloquent et être éloquent, remuer les masses, dominer les assemblées avec sa parole, n'aura qu'à passer de la région des idées dans le domaine des lieux communs. La forme nécessiterait donc d'abandonner le fond. La Rochefoucauld, quant à lui, a rappelé que l'homme le plus simple, qui a de la passion, persuade mieux que le plus éloquent, qui n'en a point. Voilà, nous allons donc voir ce soir, de visu, à travers vos prestations, à travers votre talent, vos arguments, vos idées, qui, de Victor Hugo ou de la Rochefoucauld, avait raison. En tout cas, plein succès à chacun d'entre vous, bonne prestation, que le meilleur gagne et bonne soirée à tous. Un mot d'introduction de Madame Blanche Giraud-Beauregard. Bonsoir à tous. Je vais allumer. Oh non, tiens. Si. Pas de micro. Vous m'entendez? Ouais. Bon, je préfère sans micro. Avant tout, au risque de répéter, je tiens vraiment à saluer le travail absolument remarquable de l'école des jeunes orateurs avec laquelle je travaille maintenant pour la 3e année, je crois. Et en particulier Maxime Clairet, Geoffrey Grandjean, avec lesquels j'ai eu le contact le plus proche. Alors je suis ici invitée comme membre du jury, amenée à juger, mais en fait, après ces 2 années déjà passées, je m'aperçois que c'est moi qui apprends avec vous, peut-être plus que moi-même, je transmets. Et je suis toujours très touchée, voilà, de vous entendre et de vous voir. Et puis je me suis dit, mais finalement, mon endroit de travail est un endroit d'interprétation. Je n'écris pas mes discours, j'incarne la parole des autres. Et j'ai eu envie de partager avec vous un petit texte, enfin une partie d'un petit texte qu'a écrit Olivier Py, qui est le directeur du Festival d'Avignon, dramaturge et metteur en scène. Et du TNS. Et du TNS. Et du TNS. Alors, n'y a-t-il pas en vous, comme en moi, ce sentiment que rien n'est plus noble, que rien n'est plus nécessaire et substantiel que de parler à la génération qui vient, que de tenter, avec quelquefois humilité et d'autres fois insolence, de confirmer en eux la dignité de leur génération. Il arrive à mon âge, sans être trop avancé, que déçus par les rêves qui sont ennuyés d'eux-mêmes et perdant espoir en sa propre génération, on se prenne à considérer que le seul espoir vraiment brillant est celui que l'on a dans la génération qui vient. Cela est bien, sans doute. À moins que des forces malignes n'interviennent et n'interdisent ce partage, cet espoir reste le meilleur garant d'une pensée qui ne s'enferme pas dans la complexité conceptuelle, qui ne se perde pas dans le pessimisme de l'analyse
et qui ne se laisse pas entraîner hors du monde par excès de raffinement. Bref, la transmission est une pensée qui n'est ni cérébralité, ni idéologie, ni effet de mode. Nous avons trop demandé à l'éducation de rassembler et de ressembler à la formation professionnelle. Nous avons trop demandé à l'éducation d'être un procédé d'évaluation des ressources humaines. Nous avons trop demandé à l'éducation d'être performante pour une société de l'efficacité et du rendement. Nous devons définir un espace où la transmission des savoirs et le partage des questions sont un art d'avenir. L'avenir, on ne s'y prépare pas comme s'il était déjà écrit, comme si l'on connaissait déjà ses exigences. L'avenir, il faut le créer. L'avenir, il faut leur donner moyen de le créer. Voilà, ça s'appelle cultiver votre tempête. Il y a des choses intéressantes. Juste pour terminer, comme on se l'est un tout petit peu dit en off avant, nous avons un regard bienveillant sur vous. Amusez-vous. Voilà. Monsieur Frédéric Saiz. Bonsoir à tous et à toutes. De tout temps, les hommes ont cherché à percer le mystère de l'éloquence. N'est-ce pas Confucius qui disait « L'éloquence est à la source du destin ». Je vais donc développer la question au travers de 14 points successifs, divisés en 3 sous-parties. Je terminerai avec une conclusion très générale et très indécise. Voilà, je viens de faire le résumé de tout ce qu'il ne faut pas faire, vous l'avez compris. Plus sérieusement, j'attends avec impatience d'écouter chacun des candidats. Et je voudrais déjà vous féliciter avant de vous avoir vu, puisque ça demande évidemment beaucoup de courage. Donc bravo pour votre investissement ce soir. Je me réjouis avec tout le jury de vous écouter. Soyez bons, lâchez-vous surtout. Et très bonne soirée à tous. Merci. Madame Élodie Nielvarek. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir ici au sein de cette enceinte écologique. Du coup, je l'apprends, mais c'est très intéressant. Je vais faire court aussi, parce que c'est peut-être paradoxal pour une sémiologue, mais je pense qu'il faut aussi se méfier des mots. Parfois, ils nous emmènent très loin. C'est vrai que quand on regarde le mot éloquence et qu'on s'intéresse un petit peu à celui-ci, on se rend compte qu'il est souvent utilisé comme synonyme, notamment du mot charisme. Et le charisme, voilà, c'est quelque chose qui est parfois difficile à définir. Alors il y a plein de champs qui se sont attelés à la tâche. Il y a même des définitions neurocognitives. Qu'est-ce que c'est que le charisme? Est-ce qu'on peut le définir sur un type de gestuelle qu'on observe? Qu'est-ce qu'on voit chez les mâles alpha? Alors voilà, donc, c'est toujours très intéressant de voir comment le grand singe effectivement se comporte, comment est-ce qu'il arrive à négocier, qu'on vienne l'épouiller, etc. Et puis quand on transvase ça dans le champ politique, c'est toujours aussi très intéressant de voir comment se passent les cours autour et comment se comportent les individus. Alors moi c'est vrai que ce que j'attends ce soir, c'est justement sans doute un petit peu de nuance et d'être surprise sur cette dimension du charisme, parce que je pense qu'on peut effectivement la revisiter. Et donc j'imagine que chacun d'entre vous, eh bien, vous allez pouvoir apporter une tonalité différente à ce mot-là. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais de la musicalité effectivement de Mozart, c'est vrai qu'en sémiologie, on sait que les vides sont autant expressifs que les pleins et que les significations présentes sont aussi pertinentes que les significations latentes. Alors voilà, je suis sûre que vous allez beaucoup vous amuser, que vous allez beaucoup nous apporter du plaisir, aussi bien sur la façon dont vous allez vous adresser à notre conscient, mais aussi à notre inconscient. Et peut-être que nous allons tous finir en transe, nous ne savons pas, mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui risque de nous arriver. Et en tous les cas, merci beaucoup, et puis merci pour votre courage, parce qu'effectivement, Frédéric le disait, il en faut énormément ce soir, mais je ne doute pas que vous en ayez. Merci à vous. Maître Christophe Darbois. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais être un peu plus long que ceux qui m'ont précédé. Je m'en explique tout de suite parce qu'au moment de prendre la parole pour vous indiquer évidemment l'honneur d'être devant vous ce soir et d'être dans ce jury,
aussi prestigieux, une pensée s'entrechoque et m'interpelle. N'ai-je donc, avocat, finalement, vécu tant d'années pour que finalement les juges ne m'écoutent plus, ou n'ont plus le temps de m'écouter, et que même dans le cadre d'un concours d'éloquence, on m'indique que je n'ai finalement que 5 minutes de discours. Alors, je pourrais passer cet exorde, m'arrêter là et choisir le silence. D'ailleurs, on a évoqué le silence sous différentes formes, le silence qui est bien sûr poésie. Chers orateurs, je veux d'abord m'adresser à vous en particulier parce que je vais vous faire une confidence. Je vous envie ce soir et à un double titre. Premièrement, vous défendrez une cause, mais sans le fardeau de ce qui, à nous, avocats, ont fait à la fois la gloire et la charge. Vous n'aurez pas, malgré votre brio, après avoir plaidé l'innocence et donc l'acquittement de votre client devant une cour d'assises, la déconvenue, lorsque le président lui demandera de prononcer quelques mots en fin de procès pour sa défense, d'entendre votre client dire « Bien sûr que je regrette ». Alors, vous n'aurez en l'espèce que à soutenir une cause, et je crois que, en l'espèce, nous nous réjouissons tous de vous entendre sur celle-ci. Le deuxième point où je vous envie ce soir, eh bien, c'est que nous savons tous, depuis Gorgias, que l'éloquence est un combat et que dans convaincre, il y a vaincre. Donc vous allez essayer de nous séduire, de nous ravir, de nous étouffer, de nous emporter, de nous convaincre en réalité par rapport à nos présupposés. Et notamment, il y a un présupposé qui est évident, c'est qu'à la lecture, ou plutôt à l'énoncé du sujet, eh bien, tout un chacun va se dire, mais comment vais-je le traiter ? Et certainement, vous allez le traiter d'une façon différente de celle que nous aurions imaginée. Et je pense que vous aurez raison, d'ailleurs, le jury le souhaite et tout le monde l'espère ici ce soir. Et puis, comme j'ai cru comprendre qu'il y avait à la fois donc deux positions qui étaient soutenues, c'est-à-dire l'affirmative et la négative, vous serez un peu comme cet avocat du temps passé, Nicolet, qui venait plaider l'après-midi avec une fausse barbe pour l'accusé parce que le matin, il avait plaidé pour la victime. Et nous-mêmes, jury, mais l'auditoire, d'une manière générale, sera confronté à finalement admettre ou pas la thèse inverse qu'il aura écoutée quelques instants plus tôt, et donc le contre-pied. Donc en réalité, nos rôles sont assez proches, avocat-orateur, que vous saurez tout à l'heure. Le parallèle s'arrête là parce qu'en réalité, nous savons aussi depuis les sophistes, depuis des temps très anciens, que l'argument juste, c'est l'argument fort, et que l'argument juste, eh bien, qui serait faible, ne peut pas être porté parce qu'il est faible. Et en réalité, l'avocat est pris dans un paradoxe qui est celui que je viens d'énoncer, et il se heurte parfois et nécessairement à la règle de droit. Ce soir, vous aurez en réalité toute liberté dans votre propos, et là aussi, je vous envie, puisque la gravité ou la légèreté de votre propos par rapport au sujet vous donne une aisance certaine. Nous parlions tout à l'heure du silence, et j'aimerais faire une petite digression sur ce silence. Le silence est une respiration de l'orateur, qu'il espère également du public. Et en réalité, le silence pour l'avocat, par exemple, est un droit. Alors il a été un droit que nous avons
défendu, obtenu, notamment désormais par la Cour européenne des droits de l'homme, et qui est rentré d'ailleurs dans le Code de procédure pénale, puisque maintenant, en garde à vue, vous pouvez garder le silence. Quelle est la signification de ce silence? Eh bien, c'est de pouvoir préparer votre défense. Il y a un certain parallèle aussi dans le silence de l'orateur, qui est de pouvoir préparer l'événement suivant. Et je songe, puisqu'on parle de poésie, pourquoi pas au cinéma, on a tous à l'esprit que lorsque le cinéma parlant s'empare du silence, quelques scènes telles que la scène de Hitchcock où on a Tippi Hedren qui est situé sous un poteau télégraphique, scène silencieuse pendant que s'accumulent les oiseaux. Et en fait, le silence n'a de sens que s'il est suivi d'un événement. Le silence doit avoir un avant et un après. C'est un peu d'ailleurs comme l'escalier de Sacha Guitry. Alors j'arrête là ma digression sur le silence pour une raison simple, c'est que la digression, c'est un peu comme l'adultère, il faut savoir revenir ou conclure. Pour ma part, je choisis la conclusion pour vous signifier que 5 minutes, j'ai peut-être dépassé, eh bien, c'est juste le temps de vous dire que nous sommes impatients de vous entendre. Et enfin, Monsieur Gabriel Eckert. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais simplement vous dire 3 petits mots ce soir. Premier mot, je l'emploie souvent, mais il m'apporte beaucoup. Le premier mot, c'est merci. Merci aux membres du jury qui ont accepté de participer à cet exercice, qui ont pris de leur temps, qui ont affronté des contraintes de déplacement qui n'ont pas été particulièrement aisées aujourd'hui. Vraiment, je suis très sensible à votre présence, même si le périple a été manifestement sympathique, je sais qu'il a été long et difficile, donc je tiens à vous en saluer et à vous remercier très chaleureusement, vous en particulier, mais évidemment plus largement à tous les membres du jury, et à Madame la sénatrice en particulier, puisqu'elle est, vous l'avez rappelé, la marraine d'honneur de le JO, et qu'elle nous fait le plaisir d'être très présente à tous nos événements et nos cérémonies. Le deuxième mot que je voudrais dire ce soir, c'est bravo. Bravo à l'équipe de l'EJO, bravo à son président, bravo à toute l'équipe pour ce qu'ils ont fait toute cette année, parce que là, ça a été un sacré boulot, ça a été une sacrée animation, que ce soit le prix européen d'éloquence, que ce soit les joutes organisées chaque mois à l'Institut, que ce soit surtout les ateliers en participation avec le TNS pour amener le maximum de nos étudiants à cet exercice d'art oratoire. Et puis une mention spéciale pour ce qui a été fait avec l'association Speaker, parce que ça, je crois que c'est vraiment un très très beau travail. J'ai eu le plaisir d'y assister il y a quelques semaines. Il y avait une énergie, il y avait une jubilation, il y avait un bonheur que d'organiser les joutes et que d'assister à ces joutes qui ont mêlé les habitants du quartier du Neuillof de 13 ans à 60 ans. Et ça, j'ai trouvé que c'était particulièrement sympathique, des jeunes, des bien moins jeunes, et puis des cultures différentes, des comportements différents, des langages différents. C'était très beau de le voir au travers de cette énergie, au travers de ce travail. Chacun avait travaillé son texte, chacun avait préparé les choses. Il y avait vraiment un très grand moment de plaisir. Et puis le troisième mot, et je l'ai employé à l'instant, le troisième mot que je voudrais vous dire ce soir et que je voudrais vous dire à toutes et à tous, c'est bonheur. Bonheur. Beaucoup de bonheur ce soir, parce que je crois que nous allons assister à un très bel exercice. Je sais que les étudiants ont particulièrement travaillé cet exercice, donc nous allons nous prendre énormément de bonheur à les écouter, à les voir faire, mais je crois aussi et surtout que vous, jouteuses, jouteurs, prenez beaucoup de bonheur à cet exercice. Prenez beaucoup de plaisir, parce que finalement, c'est ça qui est le plus important. Le classement, c'est une chose, mais vraiment, faites-vous plaisir ce soir. Merci.